Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Bon, merci beaucoup, Michel. Merci au CA de cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous dérouler quelques aspects cliniques à court, moyen, j'espère pas trop long terme, d'application clinique sur la bioconstruction de foie. Ce topo a aussi été réalisé essentiellement par le groupe Organoïde et vous avez vu une de ses représentantes, Antonietta Messina, ce matin. La prochaine diapo. Ça passe pas? Attendez, excusez-moi, il y a un petit problème. Passe? Ouais, très bien. Alors, c'est aussi l'occasion de vous dérouler quelques objectifs et résultats qui ont été aussi acquis au sein du projet de recherche hospitalo-universitaire que je coordonne, INIT, Innovation Liver Tissue Engineering. Projet donc chapeauté par l'ANR de recherche dans les cadres de programmes d'investissement d'avenir qui mêlent académique et industriel. Alors, quelques aspects de microtechnologie et puis des applications cliniques en bioconstruction de foie. C'est important d'avoir une idée un peu générale des outils, comment on les utilise pour justement avoir ces applications cliniques, pouvoir disposer d'applications cliniques au mieux. Voilà les outils principaux. D'abord, la culture cellulaire avec un privilège 3D, comme Michel l'a annoncé depuis quelques années, qui évidemment prend le pas sur la culture 2D. La science, la connaissance de plus en plus approfondie de leur utilisation de biomatériaux synthétiques et naturels qui permettent au mieux justement de disposer culture cellulaire, et on va le voir, d'aider à la communication intercellulaire ou cellules matrices, et puis des aspects microfluidiques, systèmes sur puce, donc qui visent à reconstituer à petite échelle un organe le plus complet possible et pouvoir le vasculariser, étudier, etc. Et on va voir, c'est évidemment une application extrêmement importante dans le domaine de la toxicologie. Et on peut agencer ces différents outils, on peut les manier de différentes façons, avec des outils qui sont le micropatterning, la stérélothographie, éventuellement la bioimpression, la coculture, qui est extrêmement importante quand évidemment on s'adresse à des organes multicellulaires comme c'est le cas de le foie, et puis l'encapsulation. Là qui est, je dirais, la caricature du modèle 3D. Alors, les applications cliniques, on va en dérouler certaines. Le foie bioartificiel, Cécile Le Gallet, expert dans le domaine, vous livrera les datas récentes et effectivement comment toutes ces approches-là peuvent aider à une fonctionnalisation meilleure d'un système dans un bioréacteur. Aussi la transplantation d'un foie bioconstruit, on verra, et puis des aspects de modélisation de la maladie hépatique et des approches de drug screening, de toxicologie. Alors, l'approche 3D est essentielle, au moins pour trois raisons. Comme je le disais, meilleure interaction entre les cellules, chacune d'elles, cellules épithéliales, non épithéliales, interaction entre cellules et matrices aussi meilleure, quantitativement et bien sûr qualitativement, une maintien des fonctions hépatiques à plus long terme et de façon évidemment, comme vous le savez, des fonctions extrêmement différenciées, en particulier polarisation, etc., etc. Et ça, on a des datas maintenant tout à fait satisfaisantes, certaines qui comparent 3D versus 2D. Je vous ai présenté ces résultats par l'équipe de Cécile, encore une fois dans la caricature de l'encapsulation, où les choses en termes de fonction de synthèse sont vraiment tout à fait démontrées. Et puis le 3D, bien sûr, la 3D, pardon,
mime au mieux la complexité de l'architecture, à la fois structurale et fonctionnelle, volontiers complexe, comme c'est le cas du foie. Alors, un petit peu d'histoire, je trouve que c'est intéressant un petit peu de voir comment les choses ont avancé, et déjà depuis le 20e, hein, c'est un désir, un objectif depuis très longtemps, la volonté, le souhait de reconstruire des organes entiers, en particulier Alexis Carrel, prix Nobel, et puis aidé de l'aviateur, hein, Charles Lindbergh, qui a beaucoup travaillé sur la vascularisation de la thyroïde en phénomène macro. Finalement, c'était des devices macro à reconstituer. Ils ont pu reconstituer des thyroïdes anatengrum, encore une fois, en les vascularisant. Et puis, dans les années 60, là, avec les connaissances de l'embryologie, etc., et volontiers d'organes complexes, on a pu reconstituer des organes complets à partir de cellules embryonnaires. Et puis, depuis quelques années, un petit peu moins de 10 ans, la technologie organoïde tout tissu, donc là aussi symbolique des avancées de la 3D, ont permis des avancées considérables dans le domaine de la bioconstruction, et en particulier de la bioconstruction hépatique. Alors, qu'est-ce que c'est un organoïde? C'est un système multicellulaire 3D, volontiers construit à partir de cellules souches, donc qui est au plus près de la fonction et de l'anatomie structurale du tissu que l'on souhaite mimer, avec 3 propriétés essentielles: une auto-organisation, le caractère multicellulaire de cet organoïde, et puis évidemment, comme je vous le disais, une fonction très différenciée. Alors, la construction d'un organoïde répond aux différentes voies, différentes étapes de l'embryologie. Et évidemment, comme ça a été dit aussi par Antonietta ce matin, on reconstruit un organoïde en s'aidant évidemment de facteurs de différenciation, de facteurs de croissance, qui sont des étapes, qui sont des éléments pour passer d'une étape clé en particulier à quelque chose de volontiers différencié. Donc, un organoïde de foie n'échappe pas à ça. Et par exemple, pour différencier des hépatocytes, cellules épithéliales, hépatocytes et cholangiocytes, à partir dans l'endoderme, on utilise certains facteurs de croissance. Pour des cellules non épithéliales, cellules étoilées et cellules endothéliales, c'est d'autres facteurs de croissance à partir, à partir du mésoderme. Alors, la construction d'organoïdes est volontiers faite à partir de cellules souches, là aussi pour des raisons aussi, je dirais, quantitatives. J'ose pas dire économiques, parce que tous ces systèmes-là coûtent très cher, mais on peut comprendre qu'évidemment la problématique de cellules souches, si on veut, à large échelle, est quand même relativement, mais je mets un gros bémol, disons plus simple. Donc il y a 2 réservoirs, soit le tissu lui-même à partir en isolant des cellules souches, et puis en les cultivant sur matrigelle et en faisant différencier, et puis à partir de cellules IPS, comme ça a été aussi détaillé ce matin, de reprogrammer ces cellules, les différencier dans en 3D, et puis avec les facteurs de croissance ad hoc, de les différencier vers les différents types cellulaires, épithéliaux ou non épithéliaux. Alors, quelques étapes clés qui permettent aussi de mieux comprendre un petit peu les avancées et vers où on va en termes de complémentarité. Alors, pour ce qui est des organoïdes hépatiques, je dirais hépatocytaires purs, si je peux me permettre l'expression, il y a le groupe de Takebe a livré des résultats essentiels dès 2013 en construisant un organoïde, en le co-cultivant hépatocytes à partir d'IPS différenciés et cellules mésenchymateuses plus cellules endothéliales, et on verra un organoïde transplantable. Et puis une deuxième étape, ça a été la visualisation, la démonstration qu'il peut avoir un système biliaire, et volontiers en périphérie. On ne sait pas très bien pourquoi en périphérie, mais enfin c'est comme ça. Et puis ensuite, c'est l'ajout de molécules, et là on voit poindre, c'était déjà un petit peu avant, l'effet positif d'une matrice, en particulier avec l'ajout de cellules d'adhésion qui participent à la différenciation, qui participent à la fonctionnalité du système multicellulaire.
Pour ce qui concerne le biliaire, là aussi des approches clés. Il y a un petit peu plus de 6 ans, le groupe d'Anne Dubar a montré qu'on pouvait, à partir d'IPS différencier des cholangiocytes extrêmement matures, construire des kystes, construire des tubes avec une fonctionnalité. Donc ça, c'était extrêmement essentiel. Et puis, un an plus tard, deux groupes de façon parallèle ont permis la construction d'organoïdes biliaires, là aussi avec une fonction biliaire. Et puis, ce travail que je cite en 2016, là aussi qui démontre l'impact positif d'une matrice sur le nombre, quantitativement et qualitativement sur des kystes. Alors, pour ce qui est du non épithélial, évidemment essentiel, IPS là aussi différenciable en cellules étoilées, fonctionnellement, structurellement, identique à des cellules étoilées humaines. Et évidemment, enfin, j'en reparlerai, modèle extrêmement important pour étudier la fibrose, la production de fibrose dans certaines conditions. Comme vous l'a aussi dit Antonietta, donc là, dans le groupe organoïde au sein du programme de RHU Elite, donc construit des organoïdes avec donc ces expériences, ces manipulations qui vous ont été décrites avec en utilisant les facteurs de différenciation ad hoc, avec au-delà de 25 jours une différenciation, une synthèse de fonctions extrêmement satisfaisante, et là encore en 3D avec des résultats supérieurs à ce qui se passe par rapport au 2D. Alors le point important, et ça c'est un peu je dirais la trame de fond aussi de cet exposé, c'est la nécessité d'avoir une problématique, une fonction biliaire au mieux, qui est une difficulté, mais là les choses pointe que plus, puisque on a, grâce justement à la différenciation, à la polarisation hépatocytaire, eh bien, la construction d'un réseau biliaire qui s'amorce fonctionnel au sein de ces organoïdes, et ça c'est évidemment essentiel. Il faut qu'on aille plus loin justement dans ce réseau biliaire, dans ce drainage biliaire. Donc de façon parallèle, à partir d'IPS différenciés en cholangiocytes, en démontrant qu'ils s'organisent sur certains types de matrices. Ensuite, après, on peut éventuellement les organiser en tubes fonctionnels, en utilisant des matrices type polysaccharides, etc., pour guider justement une structure anatomique et fonctionnelle d'un microtube, et on le verra, on peut aller plus loin vers un macrotube biliaire. Alors, je reviens sur les applications cliniques et la transplantation. Je citais l'équipe de Takebe, essentielle, complètement novatrice dans le domaine, avec un modèle de souris d'hépatite fulminante, et qui a démontré que c'est une des techniques d'implantation d'organoïdes. 20-30 organoïdes transplantés dans le mésentère aident à la survie de ces souris d'hépatite sévère fulminante. Des organoïdes fonctionnels en termes de synthèse hépatique, mais problème, il n'y a pas de drainage biliaire. Donc ces organoïdes involuent au bout de quelques jours, puisqu'il n'y a pas de drainage biliaire. Donc, je reviens sur la nécessité d'avoir une structure d'un macrotube biliaire fonctionnel. Les travaux essentiels de Ludovic Vallier ont beaucoup aidé avec la construction de macrotubes à partir de cholangiocytes humains, et avec une fonctionnalisation de macrotubes chez la souris, un drainage biliaire dans ce modèle animal. Et nous, au sein du RHU, on est aussi, si je puis dire, dans cette dynamique, en construisant, là, en utilisant des cholangiocytes de rats qui sont instillés, entre guillemets, dans des moules, dans des scaffolds, dans des matrices dessinées en macrotubes, en respectant au mieux, volontiers en matrigel, en respectant au mieux la géométrie, et en particulier l'angulation, avec la démonstration qu'il y a
non seulement une fonctionnalité, mais aussi des tubes qui ont les cholangiocytes sont jointifs, etc. Il n'y a pas ou très peu de problèmes de perméabilité, etc. Donc avec une fonction biliaire, donc vous pensez bien que c'est extrêmement essentiel pour ensuite pouvoir démontrer ou optimiser un système de drainage biliaire. Modélisation de maladies du foie. Donc ça, c'est un enjeu clinique, bien sûr, fondamental. J'en citerai quelques exemples. Maladies rares, maladies génétiques. Le déficit en alpha-antitrypsine. Alors là, c'est volontiers des organoïdes construits à partir d'IPS de patients comparés d'IPS de sujets normaux. Et bien, dans ces modèles, par exemple pour l'alpha-antitrypsine, globule PS positif dans ces organoïdes, rétention de la molécule alpha-antitrypsine, problématique de routage, etc. Bref, imant au mieux ce qui se passe dans la pathologie humaine. Syndrome d'Alagille, eh bien là aussi raréfaction biliaire, pas de drainage biliaire, ductopénie, etc. Dans ces organoïdes construits à partir d'IPS de patients. La mucoviscidose, là aussi, on reproduit l'anomalie, la problématique biliaire fonctionnelle à partir d'IPS donc, qui sont différenciés en cholangiocytes de patients et avec des corrections. Ça, c'est vraiment un travail qui a été extrêmement important. Donc, on a des molécules correctrices qui peuvent rendre le mutant fonctionnel de fait, par sa présence, on corrige évidemment sa localisation, par exemple, au niveau membranaire. Modélisation cancer à partir de cellules tumorales humaines. Là aussi, des datas extrêmement importantes, puisque en organoïde tumoral, eh bien, on mime à la fois les caractéristiques histologiques de transcriptome et puis on peut évidemment mettre en avant de nouvelles voies, de nouvelles biomarqueurs, et là en particulier ce travail qui met en évidence une voie ERK potentiellement intéressante sur le plan thérapeutique, et aussi des organoïdes qui se prêtent à étudier différentes étapes. Et là, je cite ce travail en mimant une étape précoce de la cancérogénèse. Donc, c'est extrêmement important pour modéliser ce type d'étape et évidemment avoir potentiellement des solutions, des biomarqueurs d'étapes extrêmement précoces qui sont très difficiles, comme vous le savez, à étudier in vivo. Ce travail, encore une fois, là, fait par l'équipe de Takebe, mime, décrypte beaucoup d'aspects de la surcharge dans le NAFLD, dans un organoïde à partir de patients qui ont une NAFLD, à différents stades, et puis aussi en surajoutant avec des concentrations croissantes d'acides gras, et dans ces organoïdes, à la fois processus inflammatoire, à la fois processus de fibrose, puisque il y a sécrétion de matrices extracellulaires potentiellement pathologiques, etc., dans ces organoïdes. Avec aussi une alastométrie qui va ad hoc, qui est perturbée du fait de cette fibrose, élastométrie étudiée par microscope de force atomique. Et puis, pour finir un peu cette histoire extrêmement élégante, ils ont mimé d'organoïdes à partir d'IPS de patients à une maladie rare, la maladie de Wolfman, qui répond à un déficit en acide lipase lysosomal, avec une stéatose, comme vous le savez, extrêmement sévère chez ces patients, et puis avec potentiellement un effet correctif par l'acide obéticolique. Un autre champ de modélisation, c'est l'hépatotoxicité. Alors bien sûr, en premier lieu, la paracétamol. Beaucoup de travaux, enfin pas mal de travaux qui cherchent à étudier la bonne fonctionnalité, le caractère bien fonctionnel de ces organoïdes. Regardez un peu ce qui se passe en ajoutant du paracétamol à différentes doses, éventuellement en arrêtant, etc. Enfin, en jonglant, en variant qualité et quantitativement les doses de paracétamol,
la toxicité est évidemment démontrée sur ces organoïdes. Il est toutefois encore, il y a plein de choses un petit peu à continuer à travailler sur ce sujet, en particulier les voies métaboliques, etc. Et puis potentiellement d'avoir d'autres molécules thérapeutiques dans ce tableau qui peut être extrêmement sévère, comme vous le savez. Drug screening. Je cite ce travail, mais il y en a beaucoup d'autres. Là encore, c'est une démonstration 3D versus 2D. Là, ce travail met en évidence une toxicité, une sensibilité. Oui. Est-ce que tu es sur le point de conclure pour toi? Oui, j'en ai pour 3 minutes. Ok. Met en évidence la toxicité de la trovajoxacine, troglythazone, pardon, avec une sensibilité de toxicité nettement supérieure en 3D versus 2D. Alors, j'ai encore 3-4 slides, hein, je vais aller assez vite. Il y a un point majeur, c'est la vascularisation. Il faut vasculariser ces organoïdes, il faut qu'ils soient vascularisés, il faut qu'ils soient vascularisés entre eux. Et il y a deux concepts là extrêmement importants qui sont en train de se rejoindre complémentaires. C'est le concept in silico qui étudie à la fois structurellement, dynamiquement les problèmes de vascularisation à différents échelons du foie, hein, je dirais du macro, micro jusqu'en intralobulaire, et puis le in vitro. Et on est aussi dans cette approche-là en construisant des macrotubes, là aussi à partir de matrices, dont on module les pores, les tailles des pores pour enchasser des organoïdes, des cellules endothéliales, etc. La taille des pores étant modulée en particulier par le taux de NaCl, et ça c'est des travaux de l'équipe en particulier de Didier Le Tourneur au sein du RHU. Alors, je finis maintenant par les aspects on-chip, sur puce, fondamentaux. Comme je vous disais, maintenant tous les organes sont mimés, mais pas complètement, sur des systèmes sur puce, cerveau, poumon, et puis bien sûr le foie, avec le désir de connecter un peu ces micro-organes assez fonctionnels entre eux, et évidemment, ça peut être extrêmement, et c'est extrêmement intéressant pour des problèmes de pharmacocinétique ou de pharmacodynamique. Et pour le foie, il y a aussi la problématique biliaire. Là, c'est des travaux d'une équipe du WIS qui montrent on peut mettre des canaux, enfin, en tout cas, reconstruire, un canal biliaire au sein d'une puce fonctionnelle avec des cholangiocytes fonctionnels. Et on est dans cette démarche aussi dans le RHU. Là, je reviens sur cette problématique biliaire essentielle. Alors, sur la partie gauche, vous avez de mimer sur le puce un espace, une architecture lobulaire avec le gradient d'oxygène, etc. Et puis, attitude métabolomique de gradient. Ça, c'est les travaux d'Éric Leclerc à Tokyo. Et puis sur la partie droite, la construction, ça c'est les travaux en particulier de Manon Boulle avec l'ENS Paris-Saclay, Bruno Lepiouf et puis l'équipe de Anne Dubar, de mimer justement des canaux biliaires, canal de Hering aussi, au sein de ces puces et d'avoir une fonctionnalité biliaire. Donc ceci est extrêmement important puisqu'on doit encore aller plus avant sur ce métabolisme biliaire au sein de ces puces, et pour l'instant il reste encore beaucoup de travail. Voilà, je voulais faire un point sur ces avancées. C'est l'occasion de remercier tous les membres du projet de RHU INIT. Toutes les têtes de pont, là, les capitaines des World Package. Je commence par la gauche. Donc il y a Dirk Drasdo, c'est approches in silico, Cécile Le Calais, Anne Dubar sur les aspects organoïdes, Dominique Franco et Pascal Dupuy-Villiers, Jérôme Larguero, vaisseau, Bruno Lepiouf et Éric Leclerc sur les aspects sur puce, Didier Le Tourneur sur les aspects d'intégration, de polysaccharide, de matrice, Étienne Burke est chef de projet, et c'est l'occasion de remercier Henri Bismuth et Didier Samuel qui
continue de soutenir fortement ce projet. Et puis le groupe Organoïde, Manon Boule, Eleanor Luce, Antonietta Messina, Marwa Essen, Nassima Benzoubir et sous la direction de Anne Dubar. Et je vous invite aussi à consulter, à surveiller sur notre site l'Institut français de biofabrication, où vous avez toutes les nouveautés. Et récemment, on a mis la voie bioconstruite d'un moine, d'un grand prêtre, sous Ramsès II. On a reproduit sa voix avec des cordes vocales bioconstruites. Merci pour votre attention.